Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une petite vidéo pour comprendre comment être plus convaincant, par exemple au bac pendant le grand oral, pour un entretien d'embauche ou lors d'un dîner de famille. Voici les secrets de la rhétorique ou l'art d'avoir toujours raison en 5 qualités. La rhétorique c'est quoi et ça vient d'où? D'abord c'est une tradition qui nous a été léguée par la Grèce antique. Ce mot désigne l'art de savoir bien parler, d'être éloquent et donc de savoir convaincre votre interlocuteur. Comme le laisse deviner sa graphie particulière, ce mot vient du grec rhétor. Dans la Grèce antique, les rhéteurs avaient pour profession de rédiger des discours, en particulier lors des procès. C'est à l'Antiquité que l'on doit les premières théories sur les règles permettant de bien parler et l'emporter dans un débat en toutes circonstances. Pour information, en grec, rhétor s'écrit avec un esprit rude, comme ceci. Et c'est pour ça que, même si c'est un peu bizarre, on met un H après le R dans rhétorique. Dans la tradition rhétorique, les 5 qualités de l'orateur ont des noms spécifiques qui n'ont pas forcément le même sens que dans notre emploi habituel des mots. D'abord, l'invention. Ce mot désigne le fait de connaître à fond son sujet. Il vaut mieux donner l'impression qu'on le maîtrise si on veut être convaincant. L'invention, c'est aussi la façon dont on choisit de défendre ses arguments et comment on les met en valeur. Certains trucs et astuces, dans la façon de présenter ses idées, permettent en théorie d'emporter l'adhésion de votre auditoire. Par exemple, je vais employer un argument d'autorité, un syllogisme, ou encore une preuve par l'absurde. Pour l'argument d'autorité, il s'agit de justifier son idée en s'appuyant sur l'autorité de quelqu'un de compétent. Ça peut être une personne, un livre, une entité ou encore une fonction. Par exemple, si je veux m'appuyer sur l'autorité d'une personne, je peux dire Ma chérie, la robe rouge à pois verts, c'est magnifique, c'est Christina qui l'a dit. Je peux aussi utiliser un syllogisme. C'est une forme d'argument qui fonctionne un peu comme une addition, du type A plus B égale C. Le syllogisme repose sur un raisonnement en 3 parties. Une proposition majeure qui formule un premier constat, une proposition mineure qui en formule un second, et une conclusion qui fait le lien entre les deux. L'exemple le plus célèbre consiste à dire Tous les hommes sont mortels, Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. En théorie, le syllogisme est un raisonnement rigoureux, mais dans les faits, on peut aussi s'en servir pour dire un peu n'importe quoi. Du genre tous les chats sont mortels, Madame Barès est mortelle, donc Madame Barès est un chat. Et en parlant d'exemples absurdes, on peut aussi employer un type d'argument particulier, la preuve par l'absurde ou apagogie. Ça consiste à prouver qu'une idée est vraie en montrant que sa proposition contraire est fausse. Pour ce faire, on va dénoncer l'absurdité qui pourrait découler de cette proposition contraire si on la considérait comme vraie. Par exemple, vous voulez prouver que la Terre est ronde. Un argument par l'absurde consisterait à dire si la Terre est plate, alors les concurrents du Vendée Globe ne pourraient jamais revenir à leur point de départ, ils tomberaient dans le vide une fois arrivés au bout du monde. Ce n'est pas le cas, donc la Terre est ronde. Ce qui est intéressant dans la pagogie, c'est qu'elle sert aussi à contraindre votre interlocuteur à accepter les prémices de votre raisonnement, c'est-à-dire votre position de principe. Par exemple, si vous me dites Madame Barès, il n'est pas possible que nous ayons devoir sur table, puisque s'il y avait un devoir, je l'aurais noté sur mon agenda. Dans ce cas, l'apagogie que vous utilisez repose sur le principe suivant, dont vous espérez que je serai convaincu, vous êtes irréprochable. Voilà pour l'invention. Venons-en maintenant à la disposition. Cette partie de la rhétorique désigne l'ordre et la façon dont vous allez organiser vos arguments pour convaincre. Ce que recommande la rhétorique, c'est de commencer par l'exorde, une sorte d'entrée en matière dans laquelle vous captez l'attention de votre auditoire, et parfois sa bienveillance, en exprimant votre empathie envers lui ou en faisant preuve d'humour, par exemple. En latin, on appelle ça la captatio benevolentiae. Ensuite vient la narration. Il s'agit d'expliquer et illustrer votre propos en montrant de façon claire de quoi il retourne. Puis on s'appuie sur une digression. On fait une petite pause dans l'argumentation, voire on change de sujet, du moins en apparence. Et pour finir, on revient à l'idée principale par la péroraison, sorte de conclusion générale dans laquelle on cherche à résumer son propos en touchant l'auditoire pour emporter son adhésion. Dans la disposition, tout l'art de l'orateur consiste à passer d'une étape à l'autre comme si tout était parfaitement relié. L'équivalent dans une dissertation, un commentaire ou un mémoire, ce sont les transitions, essentielles pour qu'on croie à la logique de votre propos, qu'il soit logique ou non d'ailleurs.
Prenons un exemple. Vous êtes un grand avocat et vous devez défendre votre cliente, Madame Dupont, le soir d'une finale de Coupe du Monde France-Brésil, par exemple. Bon, on est d'accord que ça va pas être facile, il vous faudra toutes les ressources de la rhétorique pour vous en sortir. En guise d'exorde, vous pourriez commencer par dire: je sais que nous aimerions tous être ailleurs ce soir, mais le devoir nous contraint à défendre la veuve et l'orphelin en la personne de Madame Dupont. C'est la captatio benevolentiae qui exprime votre empathie envers l'auditoire. Ensuite, dans la narration, vous expliquez les faits. Il est reproché à Madame Dupont d'avoir trompé Monsieur Dupont sous prétexte que l'enfant qu'elle avait mis au monde était trop laid pour être le sien. Exemple tiré de faits réels. Puis vous changez de sujet par une digression qui fait diversion. Vous savez, ce matin, je me suis levé tôt. Et pourquoi? Parce qu'à 6 heures, ma fille s'entraînait encore à chanter le dernier single de Baby Shark. Et pour finir, dans une péroraison, vous revenez à votre propos en montrant que votre digression était en fait en plein dans le sujet. Alors oui, quand je la regarde parfois, moi aussi j'ai des doutes, mais les tests ADN sont formels, c'est bien ma fille, tout comme le bébé Dupont est bien le fils de Monsieur Dupont. Un petit conseil, si vous devez analyser un texte argumentatif, il est toujours utile d'avoir en tête ces deux premières étapes, invention et disposition, pour bien comprendre la logique de l'auteur. La troisième partie de la rhétorique s'appelle l'élocution. Contrairement aux apparences, il ne s'agit pas de la façon dont on articule, mais plutôt des qualités du style que vous employez. Par exemple, les procédés divers dont font partie les figures de style relèvent de l'élocution. Le fait de bien articuler dans la tradition rhétorique, ça s'appelle l'action. En d'autres termes, c'est le charisme de l'orateur. La voix, mais aussi les gestes, la posture, tout cela contribue à la façon dont sera reçu votre message. Bien que cette idée soit contestée aujourd'hui, certaines études ont prétendu qu'environ 70% d'un message dépendait de notre attitude corporelle. Alors dans le doute, mieux vaut se tenir bien droit quand on veut se faire entendre. Et pour finir, la dernière qualité de l'orateur, c'est la mémoire. Pour pouvoir véritablement incarner son discours, faire le lien entre chaque étape et mettre en scène ses arguments avec une gestuelle étudiée, il faut le connaître sur le bout des doigts, tellement qu'on donne la sensation d'improviser. Sur ce point, la magie de l'éloquence rejoint celle du théâtre. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura permis de comprendre quels outils nous a légué la tradition rhétorique et qu'elle vous aura donné quelques billes pour être vous-même des champions de l'éloquence. À bientôt!